Bonsoir, tu m'entends? Bonsoir, oui, très bien. Alors, bienvenue dans l'Instant de l'équilibre pour notre seconde émission où je reçois encore pour la deuxième fois donc mon amie Eve qui va nous parler ce soir de physique, physique quantique, bien entendu. Alors, à sa manière, vous imaginez bien, on va peut-être pas être dans la physique matérialiste, on va un petit peu aller voyager, je dirais pas dans les étoiles, mais dans les Dans atomes. l'esprit. Ouais, ah oui, dans l'esprit. Dans l'esprit. Donc, je me permettrai encore ce soir de te présenter furtivement, pas aussi long que la dernière fois, parce que les gens vont commencer à te connaître. Surtout là, je vais énumérer en fait ton CV qui lui est un CV, comment dire, de physicien à la base quand même. Ça fait partie de tes études. Ça, tu l'as fait pendant pas mal d'années. Après, bon, tu as travaillé dans tout ce qui était ingénieur. Mais surtout, je peux vous dire que Eve, il a fait l'école supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur de Nancy, avec une maîtrise de physique à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, suivi d'un DEA de physique subatomique, modélisation et instrumentation au CNRS de Strasbourg, avec une mention. Donc là, déjà, les bases sont posées. On discute bien avec quelqu'un qui fait de la physique. C'est pour ça qu'on va pouvoir ce soir développer ce sujet quantique qui est souvent intéressant. Beaucoup de vidéos sur YouTube traînent, essayent de faire de la vulgarisation de cette science. Alors nous, ce soir, est-ce qu'on fait de la vulgarisation ou pas avec toi? On va en faire un petit peu, oui. On Ouais? va essayer d'aborder les choses de manière originale, puis pas répéter ce qu'on voit partout ailleurs. Ah, ben Euh, c'est un petit peu ça qui est sympathique. on est là pour apporter quelque chose aussi, quoi. Une nouvelle façon de voir. Ouais, tout à fait, oui. Et puis, c'est vrai que moi, la physique quantique, j'ai découvert ça au lycée, hein, un peu par hasard en lisant de la vulgarisation, justement. Et puis, depuis, j'ai toujours baigné dedans, quoi. C'est-à-dire que essayer de comprendre ces interprétations. Il faut dire qu'à l'époque, moi j'ai découvert ça quand j'étais au lycée, donc dans les fins des années 90. Ah Et oui, oula. donc il y a pas eu de grandes avancées, on va dire, au niveau des expériences ni de la théorie, mais plutôt sur l'interprétation, qui a un peu évolué ces 10 dernières années, quoi. D'accord. Donc les bases étaient déjà là, étaient déjà posées. Alors oui, bon, de toute façon, alors la physique quantique, c'est quoi? C'est la théorie, on va dire, qui est présentée comme celle qui décrit les objets microscopiques, donc les particules et tout ça. Ça a été en fait, élaboré au début du XXe siècle, donc à peu près au tout début 1900, avec les théories de Broglie sur l'aspect ondulatoire des particules, d'Einstein sur l'aspect à la fois la dualité onde-corpuscule des photons, et puis le formalisme de la physique quantique, donc l'ensemble mathématique avec toutes les règles de base, hein, qui n'ont pas été modifiées depuis. Ça a été finalisé en 1925. Donc il y D'accord. a deux versions de la théorie. Il y a une version avec ce qu'on appelle des fonctions d'onde, donc c'est l'équation de Schrödinger, tout ça. Et il y a une autre version qui est absolument équivalente, mais écrite sous une autre forme avec des matrices, donc c'est la version de Heisenberg. D'accord. Qui, Donc il y a vraiment deux piliers de la physique quantique qui oui, seraient voilà. Schrödinger et Heisenberg. Disons deux formalismes mathématiques différents qui sont équivalents. C'est juste une façon de présenter les choses. Donc, oui, pour rappeler, si on parle d'une fonction d'onde, c'est difficile d'expliquer ce que c'est. On ne va pas entrer dans les détails mathématiques, hein, parce que là, Non, on va perdre des gens surtout que c'est même pas déjà expliqué. Bon, tout le monde a une idée de ce qu'est une onde, quelque chose qui ondule, qui se qui ont propage, dû. qui est stationnaire. Là, c'est des fonctions d'onde complexes dans un espace de Hilbert, donc déjà un peu plus compliqué, qui a tout un formalisme mathématique. Et les matrices, c'est des tableaux de nombres. Voilà. Et, oui, j'avais mis ça de côté aussi. C'était pour vous montrer. Donc ça, c'est le bouquin Mécanique quantique de Cohen Tanuji, donc un prix Nobel français, qui est en deux tomes.
Et ça, c'est le deuxième tome, c'est celui qu'on utilisait donc en maîtrise, et le premier était en licence, si je me souviens bien. Donc un D'accord. par année. Pour montrer un petit peu, en fait, à la fin du premier tome, après un an de théorie quantique, on est capable de modéliser à peu près l'atome d'hydrogène. Mais un modèle, D'accord. Qui est l'atome le plus simple, c'est ça? voilà, c'est constitué d'une charge positive au centre et d'une charge négative autour, donc un proton et un électron autour. Donc deux objets, la chose la plus simple qui n'est pas juste une particule. Mhm. Donc tout ça, il faut déjà puis c'est une solution approximative. Et dans le deuxième tome, finalement, à la fin, on a la solution, une deuxième approximation un peu plus précise de cet atome d'hydrogène. C'est pour montrer aussi qu'on a un formalisme qui est jugé comme complètement vrai. C'est-à-dire il est vérifié dans tout ce qu'on a pu tester expérimentalement dessus. Par contre, au niveau calculatoire, c'est vrai que c'est très très compliqué d'arriver à modéliser quelque chose quand on voit que déjà deux particules qui interagissent l'une avec l'autre dans le vide, c'est déjà relativement complexe. Il faut imaginer qu'on est très loin de décrire avec ça des... On ne va pas décrire par exemple une cellule humaine ou biologique avec de la théorie quantique. D'accord. Donc ça, c'est pas possible en fait. Alors, Non, la théorie quantique vraiment actuellement ne peut faire que s'intéresser à des systèmes très simples. Donc, généralement, c'est des ensembles de particules identiques ou quelques particules en interaction dans le vide, des choses comme ça. C'est pas une d'accord. question de nombre de particules parce que ça aussi, il n'y a pas de dénombrabilité dans la théorie quantique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire là, il y a un électron ou un photon, c'est-à-dire que c'est une superposition déjà de plusieurs, et c'est au moment où on effectue une mesure que le nombre se définit. D'accord. Bah, tout ça, je pense qu'on va y rentrer dedans parce que c'est forcément ce qui est d'intéressant dans la physique quantique, c'est ça. C'est qu'elle nous a permis de comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre autrement qu'en les observant. Voilà, elle nous a permis vraiment de toucher à ce qu'est réellement la perception et l'observation et l'observateur. Donc ça, on en parlera beaucoup, quoi. D'accord. Donc, Finalement, est-ce que ça aurait tendance à s'écarter un petit peu des sciences conventionnelles? bah, disons, dans sa pratique et dans l'interprétation qui est donnée en général, pas vraiment, mais c'est là où il y a toutes les clés. Disons, euh, dans la théorie quantique, comme il y a cette, comment dire, alors déjà, je vais peut-être revenir sur l'histoire, c'est qu'il y a tout un formalisme quantique, donc c'est ça qu'on appelle la théorie quantique. Après, on va avoir les phénomènes quantiques qui sont là où justement on peut appliquer cette théorie. Et puis, il y a une expérience quantique qui est finalement placer les objets physiques dans des cas où justement on les met en contradiction avec notre intuition. Dans la théorie quantique, faut savoir que les objets sont pas, dire, sont pas définis hors de l'observation. C'est ça la grosse différence avec la théorie classique. Par exemple, on sait que si on laisse tomber, je sais pas, un caillou dans un trou et qu'on peut rien voir, dans physique classique, on sait qu'il tombe, on se dit bon, il y a Mhm. tout qui est vérifiable, il existe, et on sait qu'entre le moment où on le lâche et par exemple le moment où on entend la chute en bas, qui pourrait être défini comme deux observations, euh, on peut vérifier qu'il existe quand même entre les deux. D'accord. Par contre, en théorie quantique, avec les inégalités de Bell qui ont été proposées par John Bell, qui travaillait chez la société de télécommunications, quoi. Ouais. Donc, a écrit des inégalités pour essayer de vérifier si justement, réellement, c'était juste nous, est-ce qu'on ne connaît pas l'état entre deux mesures, ou alors est-ce que réellement l'état n'est pas défini entre deux mesures. Et donc ces inégalités permettaient, en effectuant des expériences, de valider une des deux. D'accord. Et par défini, on entend qui existe ou qui n'existe pas. C'est ça que ça veut dire aussi. C'est ça, voilà. Bah, après, ça va justement, si elles sont indéfinies, par définition, elles n'existent pas. Ou plutôt, ça va être une superposition de différents états. Mais je pense qu'on en reparlera. Oh là là, on est déjà loin, disons. Tant de difficultés.
Ah, bah, c'est une question comme ça Ah, au là, hasard qui tombe, qui se mélange. c'est déjà une question perturbante. Oui. Alors, le temps d'ubiquité, ça me fait penser à cette histoire de démon de Maxwell. On en avait parlé déjà. Oui. Euh, le démon de Maxwell qui serait un observateur qui peut justement récupérer, enfin observer en étant en dehors de ce qu'il observe, euh, et donc d'avoir une connaissance totale d'un système qui est extérieur à lui et sans le modifier. Ça, de toute façon, déjà, au niveau quantique, c'est pas possible. Parce que, euh, justement, ce qui a été montré avec la théorie quantique, c'est que la mesure elle-même change l'effet. Parce que sinon, bon, bah, la première mesure, comme on disait tout à l'heure, si je lâche un objet qui tombe, je connais l'état initial. Si ça ne le modifiait pas au moment où justement je le connais, où je prends connaissance de lui, on pourrait dire bah, je le connais juste après. Sauf qu'en réalité, à chaque fois qu'on fait une mesure, bon, bah, juste après, l'état a été modifié. Il faudrait. Et si on mesure tout le temps, tout du Bah, long. si tu mesures tout le temps, c'est ce qui se passe par exemple pour beaucoup d'objets dans l'univers. Euh, Tous les objets que tu as en face de toi, ils sont mesurés tout le temps, dans le sens où ils sont sans cesse en interaction et par exemple leur position se définit les uns par rapport aux autres par interaction. Euh, Là, après, on ne va pas non plus pour l'instant entrer dans les subtilités en disant qu'est-ce qui observe la chose que moi je vois pas. Là, on le verra, je pense, je sais pas si on pourra le voir dans cette émission aujourd'hui avec la vision, on va dire, ce qui dépasse nous, notre conscience personnelle et égoïque, quoi. Il n'y a pas que l'observateur humain. C'est vrai qu'en théorie quantique, on ne sépare vraiment les phénomènes de l'observateur, mais l'observateur reste indéfini. C'est très très vague. Parce On que souffle. ben, les observations sont faites avec des machines. Alors, les observations sont faites avec des machines, mais de toute façon, tôt ou tard, enfin tôt ou tard, à un moment donné, c'est obligatoire qu'il y ait un humain qui regarde les mesures. Alors, on peut dire, oui, est-ce que avant que l'humain regarde les résultats de l'expérience sont définis? Ben ça, justement, la théorie quantique dirait que non. Et, les expériences de PEOC sur la rétropsychokinèse ont montré que non, puisque ce qu'il avait fait, lui, comme expérience, c'était prendre des petits automates qui avaient des mouvements aléatoires, qui soient aléatoires par des phénomènes quantiques, par des phénomènes de bruit électronique ou mécanique. Donc il y avait différentes possibilités, ça revenait au même, hein, physiquement, c'est-à-dire que c'est inconnu pour l'humain, ça pouvait être sur le petit automate lui-même. Et donc, ils avaient tous le même réglage, donc des mouvements aléatoires, et on enregistrait leurs mouvements et aucun humain ne devait regarder ces résultats. Et Mhm. on a demandé 6 mois plus tard à des groupes d'individus témoins qui ne connaissaient pas l'expérience qui s'était produite. On leur a juste dit, vous allez penser à quelque chose, par exemple un mouvement plus vers la droite ou plus de rotation, des choses comme ça, sans leur parler d'automate, d'une expérience qui a été faite plus tôt. Et, euh, et après de choisir des fichiers. Ou alors, je ne sais plus s'il les choisissait et avant de les regarder, il pensait à quelque chose. Peut-être que les deux ont été faites. Et voilà, et statistiquement, ça correspondait à ça. Ça veut dire que, enfin, ça correspondait à leur choix. C'est-à-dire qu'ils choisissaient des mouvements qui auraient dû être aléatoires et qui en réalité n'étaient pas aléatoires statistiquement et correspondaient à leurs attentes. Donc là, il y a vraiment un effet de l'observateur sur ce qu'il Oui, voulait. Ou alors un effet du phénomène sur ce que voulait l'observateur, parce que ça revient au même finalement là. On ne peut pas savoir si c'est eux qui ont voulu et donc obtenu le fichier, ou alors si le fichier était déjà choisi, tout l'événement existait, et ouais, finalement, eux, ils ont voulu ce qu'ils avaient déjà. bien sûr, je Mais comprends. Donc c'est intriqué. Euh, voilà, Autant l'observateur que la chose quantique, observée. voilà, c'est-à-dire que dans une expérience quantique, il n'y a pas de limite de temps. C'est-à-dire, on peut dire, là, je fais une expérience quantique, je laisse les machines tout mesurer, enregistrer, et puis je la regarde pas. Et ben là, elle est en attente, elle est en suspens. Ça, c'est quelque chose qui est pas presque jamais dit, puisque ça, ça a été observé avec les expériences comme celle de PO, qui ne sont pas des expériences quantiques en réalité. C'est des expériences pour étudier l'effet de la volonté au D'accord. départ de poussins sur des automates et après des humains via la volonté, quoi. Donc là, c'est l'effet de l'observateur dessus qui nous montre que finalement, tant qu'il n'y a pas eu réellement prise de conscience par quelqu'un, bah, l'état a l'air de rester en suspens.
Et sinon, bah, il y a des expériences comme celle ce qu'on appelle l'expérience de la gomme quantique à choix retardé, Mhm. qui est une expérience où on fait passer des particules, donc comme dans les fentes de Young, par plusieurs interféromètres. Et à un moment donné, alors qu'elles sont déjà passées dans le système et qu'elles arrivent au bout, on décide si on met ou pas un autre système d'interférence qui modifie finalement ce qui s'était produit au début. Comme si les états globaux, euh, tant que l'expérience est en cours, qu'on n'a pas pris l'observation finale, ils restent étalés, tous les états possibles restent superposés. Et si à un moment donné on change les conditions de l'expérience, il y a des états possibles qui deviennent impossibles, ou d'autres, ou inversement, des états qui n'étaient pas possibles qui deviennent possibles au départ. Et ceux-là D'accord. apparaissent ou disparaissent. Dans le cours de l'expérience, en fait. Voilà, dans le cours de l'expérience. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on appelle, qu'on dit ça, la gomme quantique à choix retardé, et finalement, c'est le futur qui détermine le passé dans ces expériences. Donc, c'est l'expérience de Wheeler. D'accord. Donc, c'est vraiment, c'est lié au temps, alors, la physique quantique. Voilà, bah, le temps, de toute façon, c'est un vaste sujet, hein. Je pense qu'on fera une émission complète sur le temps. Je suis pas sûr aussi qu'on pourra aborder vraiment de façon compliquée. Un exemple que je prends souvent déjà pour parler du temps, c'est Carlo Rovelli, qui est un physicien, un grand physicien de gravitation quantique à boucle. Déjà, attention. C'est une grande théorie et et qui a écrit beaucoup de livres sur le temps. Et finalement, le dernier qu'il avait écrit, en connaissance en 2017, ben, il en conclut que ce qui reste du temps, c'est l'émotion du temps et qu'il n'y a rien de plus à savoir. Il n'y a pas de temps physique. Euh, c'est assez. Enfin, je ne sais pas si ça te parle. Oh, ben moi, ça me parle, oui, effectivement, bien sûr, c'est clair et net. On connaît tout ça, ces impressions de temps perdu, Voilà, de temps accéléré, de voilà, temps c'est ça. Le ralenti. temps physique, finalement, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'on serait capable de définir une sorte de paramètre mesurable, vérifiable, sur lequel des différents observateurs vont être d'accord, puis qui pourrait être étendu à tout l'univers. Donc, c'est ce qui a été, c'est ce qu'essaie de faire la théorie de la relativité, qui est Oui, c'est ça. incompatible avec. Hmm. C'est ça, oui, c'est des bases établies dans une certaine physique. Bah, ce qui est établi, disons, dans la relativité restreinte, c'est effectivement que le temps physique est relatif, puisque ça part du postulat que les lois physiques ne sont pas dépendantes de l'observateur. Et donc c'est la théorie d'Einstein qui se base sur le principe disant que, oui, comme je disais, les lois physiques ne sont pas dépendantes de l'observateur. Et il avait pris à l'époque comme exemple de lois physiques les lois de l'électromagnétisme de Maxwell qui Mhm. venait d'être élaboré pendant qu'il était étudiant. Et dans ces théories, il y avait une onde électromagnétique donc, qui se déplace à la vitesse de la lumière. Donc on a conclu à l'époque que c'était effectivement la lumière, l'onde électromagnétique. Et que pour qu'elle soit vraie, pour tout observateur, ben, Einstein en a déduit que le temps devait s'écouler différemment, puisque la vitesse de la lumière doit rester la même si on va dans le sens de la lumière ou si on s'en éloigne. Elle va toujours à peu près à 300 000 km par seconde, il faut la valeur exacte. D'ailleurs, la vitesse de la lumière, c'est une des très rares, je crois qu'il y en a deux, trois peut-être maintenant, euh, très rares constantes qui est considérée comme parfaitement connue et définie sans imprécision. Parce que c'est elle qui sert de base pour définir le mètre et la seconde ensuite. D'accord. Donc on Ok. considère que la vitesse de la lumière, en tant qu'hypothèse, est toujours la même. Ouais, c'est établi, boum, c'est les bases, C'est établi, on avance moi je encore. dirais pas que c'est établi, je dirais que c'est cohérent avec le principe de relativité, donc, qui lui est un beau principe, hein. C'est affirmer que les lois physiques ne doivent pas dépendre de notre mouvement. Bien sûr, on doit réajuster pour certaines choses, mais la lumière, sa vitesse, elle est pas dépendante du mouvement de l'objet observateur, enfin de l'objet par Ah, rapport ah ben tiens, auquel encore une question, voyons. Amstramgram, piqué, piqué, collégramme. la vacuité. Hum, hum. Ah, elles sont compliquées tes questions, la vacuité. Mais,
Ouais, je pense Ah, qu'il y a eu un petit peu un mélange. Les questions compliquées sont arrivées avant les questions plus simples. ouais, c'est ça. On n'a pas encore introduit, on parle déjà. C'est comme Euh, ça. Tu vois, ça rejoint. Est-ce que la vacuité, si ça correspond au fait qu'on puisse dire que quelque chose, par exemple, ne comporte rien, ne Mhm. contient rien et est vide, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la théorie quantique, il n'y a pas de dénombrabilité des particules comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain état d'énergie qui va permettre de décrire différents types de possibilités de particules existantes dans cet état et des superpositions. Donc, on ne sait jamais ce qu'on va observer. Donc, on dit que le vide quantique, ça va être un genre de flou de virtualité où sans arrêt, il y a des particules qui apparaissent et qui disparaissent. Donc, quelque part, déjà, dans la physique quantique, il y a aussi cette imprécision en général, plutôt indétermination. Donc, on a, qui est donnée par les relations d'indétermination d'Heisenberg, qu'on appelle des fois principe d'incertitude, qui est lié aussi au fait que, comme je disais tout à l'heure, quand on mesure quelque chose sur une particule, par exemple, on décide de mesurer sa vitesse. Eh ben, Mhm. on va devoir faire un système qui interagit avec pour, par exemple, euh, enfin, je ne vais pas détailler comment ça se passe, disons, parce que ça peut être une suite de positions, des choses comme ça, mais disons, ça va l'obliger à avoir une vitesse, et à ce moment-là, sa position sera indéterminée. Donc, plus on déterminera précisément sa vitesse, plus sa position sera indéfinie. Et donc, on a les deux cas extrêmes, le cas où la vitesse est parfaitement définie et la position n'est pas du tout définie. Et là, ce serait Mhm. une onde pure. L'onde est étendue. Ce serait le cas si, par exemple, on imagine un univers où il n'y a rien d'autre qu'un électron. Et l'électron, ben, finalement, il emplit tout l'univers, c'est une virtualité là-dedans. Et par contre, si on lui envoie une particule dessus qui va absorber, à ce moment-là, on va éventuellement pouvoir mesurer sa position. Et si on mesure sa position avec une précision infinie, bon, on sait exactement où il est, mais on ne connaît plus du tout sa vitesse. Et donc, D'accord. cette dualité, on a en même temps, on sait que quelque part un objet quantique, c'est une onde pure qui est étalée, et en même temps, ça va être un point qui n'a pas du tout d'étalement et qui est quelque part. Ouais, Et on est toujours un petit peu entre ces deux extrêmes. c'est les deux en même temps. On le sait, mais on ne peut pas vraiment le vérifier. Parce que soit tu as l'un, la position, soit tu as la vitesse. C'est impossible Voilà, de mesurer les deux en même temps. À l'heure voilà. actuelle, est-ce que ça sera possible un jour? Non, c'est un principe qui est fondamental, là. Donc, il n'y a pas il y a eu aucune avancée technologique. On ne pense pas qu'il y en aura un jour parce que c'est lié à la façon de mesurer. C'est, alors, j'ai parlé au début, j'ai dit, il y a deux formalismes, il y en a un avec les matrices. Alors, pourquoi ça a été fait comme ça déjà? Pourquoi on n'utilise pas, comme d'habitude, je sais pas, des dérivés, des nombres, des constantes, je sais pas, des fonctions au carré, des choses comme ça. En fait, quand on fait une multiplication entre deux matrices, si on multiplie A par B, on n'obtient pas le même résultat que si on multiplie B par A, si A et B sont des matrices. D'accord. C'est ce qui se produit si on mesure d'abord une vitesse et ensuite une position. Et si on mesure d'abord une position, ensuite une vitesse, on n'a pas le même résultat. Ah, des Et donc données les changent. opérateurs, c'est-à-dire faire une mesure, c'est multiplier par une matrice. Voilà. Donc ça modifie l'état. Et une fois qu'on a fait cette multiplication, bah, si on veut connaître de nouveau les propriétés de la chose, il faut en refaire une. Donc la Ah oui, propriété, d'accord. Mais donc, c'est pas assez précis quand même. C'est ça, même si on faisait la mesure juste après, le plus rapidement voilà. possible. Ben, en fait, c'est ça, c'est que après on peut faire une mesure en continu sur une même valeur. Par exemple, si on a envie de savoir en continu par où passe une particule ou précisément où elle est, on fait un système de mesure où on observe constamment sa position. Et dans ce cas-là, c'est ça, c'est qu'on influe tout le temps sur sa vitesse aussi. Oui, par la mesure. Voilà, on l'influe, sa vitesse, et en plus, enfin on l'influe en la modifiant, et en plus on la connaît pas du tout normalement si on mesure la position avec une précision infinie. Bon, les précisions infinies, on sait que dans la réalité ça n'existe pas, hein, mais alors
les inégalités d'Heisenberg viennent du fait que on est obligé de, comment dire, oui, comme on est obligé d'interagir avec quelque chose. Si on veut regarder une particule, par exemple, savoir où est un électron, on va être obligé de lui envoyer une autre particule qui va entrer en collision avec elle. Ça se passe forcément toujours comme ça, et donc cette interaction va faire. Par exemple, si on envoie un laser sur un électron pour savoir où est l'électron, bon, ben, on se doute bien que l'électron, juste après, il a été éjecté par le laser. Il a absorbé le photon, il a récupéré de l'énergie, donc on ne connaît plus sa position, il est éjecté, ni sa vitesse. D'accord. Mais après, ça aussi, pour cette expérience, il faut que ça dépende de quoi, de la longueur d'onde de la lumière. Parce que, Voilà, ben justement, il faut que la longueur d'onde de la lumière soit. Par exemple, si on veut observer une pierre, si on prend une longueur d'onde qui est beaucoup plus grande que la pierre, ben ça passe autour, c'est comme des ondes radio, on ne peut pas déterminer la position d'une pierre si on a une onde radio qui a une longueur d'onde de plusieurs mètres. c'est Et pour ça. un électron, il faut imaginer que c'est pareil, on a une sorte de taille de l'électron. Bon, ben, quand on dit taille, il faudra faire vraiment attention à tout ce qu'on dit. C'est lié à la longueur d'onde voilà, c'est lié au fait qu'il y a cette dualité onde-corpuscule qui a été établie théoriquement, expérimentalement, et que, on la connaît pour l'électron, elle dépend en fait de la masse et de l'énergie. À dire de la masse pour toutes les particules quand on en a une, et puis pour les autres, c'est juste de la fréquence. Oui, voilà. Donc, c'est vraiment une question ouais, de fréquence, de vibration, ce genre de choses, quoi. Du coup, c'est presque plus de la matière. Voilà, en fait, ça a complètement, ça nous a fait prendre conscience que la matière était finalement une chose abstraite. C'est-à-dire, elle existe dans la pensée, elle existe au moment où elle est observée, mais on ne peut pas dire. euh, c'est comme quand on montre un électron ou le dessin du nucléaire avec des électrons autour d'un noyau comme des planètes. En fait, c'est pas du tout ça. Ouais, non, c'est C'est plutôt une sorte de un champ d'énergie. voilà. Oui, c'est clair, parce que du coup, si, dans le modèle, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Même quand on est à l'école, on représente un noyau, là, avec des électrons qui tournent autour. On nous rappelle bien en plus que ça ressemble au système solaire. Comme ça nous fait bien calquer des choses. Et en fait, ils disent à l'intérieur, c'est vide. Mais alors là, c'est pas vide. C'est pas réellement vide. Il y a pas, il y a de l'espace, En fait, certes. oui, c'est ça, mais de toute façon, il n'y a pas de vide en théorie quantique. Enfin, on va appeler même le vide quantique maintenant, ça vient de la théorie quantique des champs. C'est rempli de particules qui apparaissent et qui disparaissent. C'est lié aussi, ça, au principe d'indétermination de Heisenberg, parce qu'il ne s'applique pas que à la vitesse et la position. On parle de variables conjuguées, comme ça, qui se mettent ensemble. Et il y en a une autre, enfin, une autre paire qui est l'énergie et le temps. Plutôt la durée et le temps. D'accord. Ces deux variables, ça veut dire qu'on dans une durée très brève, si on connaît très précisément la durée d'un processus, on ne connaît pas précisément son énergie. Et ça fait que tout ce qui est inférieur à un certain seuil de temps euh, n'est pas mesurable. Et là, ça apparaît, ça disparaît, c'est ce qu'on appelle les particules virtuelles, ça, D'accord. de façon générale. Donc en fait, le seuil du temps et aussi la, comment dire, la consistance de la particule, si elle est vraiment, comment dire, très petite, elle n'est pas mesurable non plus aussi avec les. Ouais, c'est ça. Ou alors, il faut que si elle a une durée très brève, il faudrait qu'il y ait une énergie très très grande pour éventuellement être observée. Mais il y a un seuil en dessous duquel l'énergie et la durée sont tous les deux assez courts. Enfin, l'énergie est assez faible, ou alors la détermination qu'on en a, et la durée est assez courte pour que finalement, tout ce qui est en dessous de ça ne soit pas mesurable et Ouais, existe potentiellement. ça échappe à toute mesure. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas longtemps, là, ils étaient tous contents parce qu'ils ont trouvé le fameux boson de Higgs. C'est quoi? C'est une particule qui était dans ce Ah, cas-là. justement, c'est ce qu'ils font, eux, dans un accélérateur, ils vont produire Ah putain, des l'énergie. questions de ouf. La physique quantique est-elle l'avenir de l'humanité? Attends, je finis là-dessus, c'est Ah que oui, ils produisent dans un accélérateur de particules une énergie immense.
et justement pour faire apparaître ces particules. C'est-à-dire que le boson de Higgs, on peut dire qu'il existe partout et toujours en ce moment, mais en tant que particule virtuelle, parce qu'on ne le mesure pas. Et dans l'accélérateur, donc, euh, ce qu'ils font finalement, c'est faire une grande densité d'énergie, et là-dedans, cette énergie, à cause de cette indétermination et puis le fait que toutes les possibilités arrivent, il y a certaines fois, par exemple, ça va créer une paire électron-anti-électron, et des fois, ça va créer un boson de Higgs et son anti-boson de Higgs qui est lui-même. Et puis, bon, après, par désintégration, ils vont mesurer ça. Et donc, du coup, c'est vraiment pour ça qu'il était si difficile à détecter, en fait. Ah, voilà, c'est parce qu'ils sont obligés de fournir une énergie très grande pour cela. Et c'est lié à sa masse. D'accord, c'est Voilà. considérable. Alors, est-ce que c'est l'avenir, la physique quantique? C'est déjà, pour commencer, c'est déjà le présent, en fait. Parce que la théorie quantique, c'est, en tout cas, ça a permis beaucoup de développement technologique, puisque le laser, par exemple, vient de la théorie quantique, donc à peu près toutes les technologies qu'on a, que ce soit lecteur CD ou ouais, toutes ces choses-là, c'est du laser. Euh, et puis, bien sûr, les semi-conducteurs, l'effet transistor. Donc, toute l'électronique, on dit que c'est grâce à la théorie quantique. Bien sûr. Ouais, ouais, tout ce qu'on utilise aujourd'hui comme technologie de pointe est basé sur des recherches de théorie quantique, en fait, mise en Voilà. application. Parce D'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, ça qui limite, par exemple, la taille de gravure des microprocesseurs, parce qu'ils essaient de faire des transistors de plus en plus petits, et là, on a atteint maintenant la limite où c'est à peu près, c'est à, je crois, 6 nanomètres, quelque chose comme ça, de taille de gravure. Et là, on peut pas vraiment aller en dessous, sinon il y a cette indétermination sur la position, et puis qu'on va appeler l'effet tunnel. Là. Ça fait que si, imaginons par exemple qu'un microprocesseur, c'est comme plein de fils en parallèle électriques, et puis qu'en fait, pour ces fils, on ne savait même plus dans lequel le courant passe. Et voilà, donc il peut plus effectuer son travail de microprocesseur. Donc, on d'accord. essaie de faire un réseau électrique, mais sans savoir jamais où est l'électricité, jamais ce qu'est utilisé. Ça, c'est donc c'est pour les applications technologiques, sachant qu'on sait très bien que ça travaille sur des ordinateurs quantiques et ceci, cela, mais ça reste de la technologie. Ma question avait un petit peu un sens aussi philosophique, tu sais, sur le côté genre, est-ce que la physique quantique va nous aider à comprendre en gros qui on est, comment on fonctionne? Parce que j'avais l'impression que c'était un petit peu ça la physique quantique. C'était essayer de rechercher presque la particule, la théorie du tout. Tu vois ce que je veux dire? Chercher l'élément de base sur lequel tout découle. Donc, est-ce Voilà. qu'aujourd'hui, ça nous sert à ça, la physique quantique? Est-ce qu'on peut... je sais qu'Heisenberg, il a fait un livre physique et philosophie. Il a mélangé. Il a eu des échanges avec un, je crois que c'est un moine tibétain, un truc comme ça, justement, pour parler de tout ce qui est vacuité, tout ça, et faire des corrélations, pardon, entre tout ce qui est de la pensée de l'être humain et tout ce qui est de l'analyse physique, donc quantique. Et ça, c'est quand même deux choses qui sont proches à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut vraiment séparer ça? Comme, en tout cas, au tout début, dès les premiers travaux sur la physique quantique, et dès qu'on a eu le formalisme mathématique, il y a eu des grands débats sur l'interprétation de la physique quantique, il y a eu des milliers de livres écrits, soit Heisenberg, des débats avec Einstein, Schrödinger et tous ces gens-là. On voit que déjà aussi, c'est important de savoir que c'est pas parce qu'on a une théorie mathématique qu'on a l'interprétation. Et, et même si la théorie mathématique fonctionne très précisément, que ce soit la relativité ou la relativité générale ou la théorie quantique, on estime qu'elles sont justes très précisément actuellement, mais ça ne permet pas forcément d'interpréter directement. Donc il y a eu beaucoup d'interprétations différentes, mais ça montre aussi, comme je disais au début, que c'est là aussi où c'est intéressant. Et on va dire, la théorie quantique et les études ou les réflexions sur la conscience, c'est vraiment ça, moi, qui m'a passionné, parce que c'est vraiment ce qui est fondamental. Puis on se rend compte que la théorie quantique permettait justement de pousser les réflexions là-dedans, parce on a justement cette séparation. Donc, je parle du formalisme quantique. On dit qu'un électron, c'est quoi, ou un proton, ou une particule, ou je ne sais quoi.
Il dit que c'était une fonction d'onde complexe dans un espace de Hilbert, et puis qu'il y avait des matrices et tout ça. Mais qu'est-ce que la conscience et là-dedans, qu'est-ce que l'observateur? L'observateur, par définition, lui, il ne peut pas suivre le formalisme quantique. Parce que s'il était soumis au formalisme quantique, bah, finalement, il serait juste un état superposé de plus par rapport au reste. Et ben, par définition, tout resterait indéterminé. Il y aurait pas de mesure qui se fait. Donc, La mesure, il y aurait pas de monde possible. C'est ça que tu sous-entends. c'est ça, voilà. Donc, comme je disais au début, ouais, il y a cette histoire de les propriétés sont pas définies entre deux mesures. Et donc, ce qu'on appelle des mesures, là, je disais, c'est vraiment la prise de conscience par un observateur. On n'a pas spécialement vérifié, par exemple, enfin, à ma connaissance, si c'était forcément un observateur humain. En plus, il y a avec des chats, je ne sais pas, en plus, le chat de Schrödinger. Ouais. D'ailleurs, justement, l'expérience du chat de Schrödinger consiste à parler de cet état de superposition en disant on met un chat dans une boîte fermée, où on ne sait pas dans quel état il est, et on le met avec un système quantique qui, au bout d'un moment, a une probabilité 1 sur 2 d'avoir enclenché un poison qui tue le chat. Et on dit que tant qu'aucun humain n'a ouvert la boîte, bah, le chat est dans un état superposé, mort et vivant. Alors moi, j'ai jamais été d'accord avec ce truc. Il est vrai pour des objets, mais dans ce cas-là, ça supposerait qu'on sait que le chat n'a pas conscience de lui-même et que lui ne réduit pas la fonction d'onde, ne s'observe pas lui-même. Donc ça, je Oui, pense pas qu'on peut le dire, quoi. Je ne sais pas comment on peut vérifier autrement, mais ouais, il faudrait ouais. demander au chat. Oui, en fait, ça aurait été plus probable avec un objet, mais il fallait bien. Ah ouais, ils ont voulu faire. Et puis justement, je trouve que ça embrouille les choses. Ça perturbe cette idée de qu'est-ce que c'est réellement qu'un observateur. Et on a fait sous-entendre comme ça au début que ça devait être un humain, ce qui rendait un peu parodique, je trouve, l'idée. Parce Ouais, que, parce que justement, ça se contredit facilement. en même temps, du coup, qu'est-ce que la vie et la mort, tu vois? C'est un état superposé aussi. Eh ben, si ça se trouve, on ne le sait même pas et on est mort en même temps, là. Et ça se trouve, c'est tout ça. Mais à un moment donné, nous, on a un état mental qui est unique. Là, je sais que je suis là. Je ne suis pas en train de me dédoubler à chaque instant ou de me démultiplier en nombre infini en monde quantique. Enfin, peut-être que je le fais. Mais en tout cas, moi, dans cette ligne de conscience, je ne vois pas ça. Oui, toi, tu observes cette ligne-là dans laquelle tu es. Voilà, de toute façon, dans ce qu'on observe, voilà, nous, on est un observateur. On ne peut pas extrapoler sur ce qu'on voit pas. Donc, je ne parle pas trop dans des théories comme celle d'Everett, des univers parallèles. Il y a d'ailleurs des trucs assez amusants parce que lui, il va jusqu'à dire que bah, si vous voulez être sûr comme ce serait vrai ces univers parallèles, vous faites un jeu, vous pariez 1 milliard de dollars que vous jouez à la roulette russe et puis que vous tirez 50 fois et puis que vous n'êtes pas mort. Et puis Ouais. finalement, bon, bah, avec un peu de chance, il y a un phénomène quantique qui va faire que dans un univers, c'est possible que ça marche, mais de toute façon, vous ne serez pas mort que dans celui-là, donc vous serez milliardaire. Je sais pas si. Oui, je comprends. En fait, si ça existe, donc d'autres univers parallèles et tout ça, s'ils sont pas observés, on peut pas le savoir. Bah voilà, nous, enfin moi en tout cas, en adoptant la posture idéaliste, je ne parle que de ce que, en tant qu'observateur, je peux voir. Parler par exemple de propriétés qui sont inobservables ou indéterminées, ça n'a pas de sens. Et Par justement, contre, oui, c'est vrai que les physiciens en général se gênent pas. ben, c'est là où je voulais en venir un petit peu, c'est justement, est-ce que eux-mêmes qui ne peuvent pas tout observer, on sait à l'heure actuelle que déjà au niveau des particules, on descend, c'est quoi, au niveau du quark, c'est ça, et après le reste, c'est que de la théorie, de savoir ce qu'il y a en dessous, en fait. Ah, de toute façon, quelque part, un quark, c'est aussi de la théorie, dans le sens où c'est pas des. Ah, je crois que ça va être bientôt fini. Ah, mais tiens, dernière question avant la seconde partie. Non, 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 ça tombe bien. Tu nous répondras ça dans quelques instants. Donc, on se retrouve tout de suite Donc, courte après une pause. petite pause qui nous fera du bien. À À tout de tout de suite. suite.